Bon, eh ben, puisqu'il faut, on va bien commencer, hein. Il y a un moment faux. Voilà, donc bonjour à tous, donc moi c'est Nemo pour badgeek.fr, on est en direct de la Japan Expo, côté Comic Con, hein, il faut le préciser. Et donc on est ici pour une petite discussion sur les médias qui parlent de la culture geek, que ce soit en amateur ou en professionnel. Et donc pour cette discussion, il y a tout d'abord David Fressino de Plus ou Moins Geek, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. On applaudit David Fressino. Ouais. Il y a également... Ces gens ont été payés pour m'applaudir. Pardon? Ces gens ont été payés pour m'applaudir. Oh, oh là, il y a de l'ambiance ici. Il y a également Budky de Prestart Button, bonjour. Bonjour. Ouais. Je n'en demandais pas tant. Voilà, il y a également Jérôme de NoWatch.net, ou NoWatch tout court. Et enfin William de We Love Podcast. Voilà, et tout ça sans note, hein, bien sûr, vous l'avez pour les auditeurs qui ne regardent pas la vidéo. Alors, on va commencer par une question extrêmement difficile, mais est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter et dire ce que vous faites pour les médias qui parlent de la culture geek. On va commencer donc par David de Plus ou Moins Geek. Eh ben déjà, bonjour tout le monde. Moi, c'est un peu particulier. Je présente et je produis une émission qui s'appelle donc Plus ou Moins Geek, qui était l'année dernière sur Kazé et sur Dailymotion. Et il s'avère que ça a tellement bien marché que nous arrivons sur Planète No Limit à la rentrée et en hebdo tous les jeudis à 20h50. Ouais, donc No Limit toujours. Hein. Ouais, toujours. Ok, on va passer au suivant donc. Donc moi, Punky de PrestartButton.fr, qui est un site généraliste sur les jeux vidéo. On fait beaucoup d'articles, mais aussi des podcasts, et on a toute une section qui s'appelle PSBTV, réservée à la vidéo amateur consacrée aux jeux vidéo, comme Le Joueur du Grenier, Usul, 80 miles à l'heure, et beaucoup d'autres. D'accord, et bien on enchaîne logiquement avec Jérôme. Eh ben moi c'est Jérôme, 23 ans, comme vous pouvez le constater. Donc je m'occupe de NoWatch.net, les émissions en plein dans le web. C'est 27 émissions sur l'ensemble de la geekerie, ou hyper connecté pour ceux qui n'aiment pas s'appeler les geeks. Et 27 émissions en audio et en vidéo, téléchargeables gratuitement, où vous pouvez les regarder en stream sur NoWatch.net. D'accord, en gros il y aura des médias hyper connectés sur les téléconnectés, ça fait beaucoup. Voilà, en fait on est tous hyper connectés entre nous. C'est comme dans Lane, on est tous connectés au Wired. Exactement. Et enfin le dernier, We Love Podcast, William. Alors ouais, moi William, cofondateur de We Love Podcast avec Sacha qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors en fait on est un site internet d'actualité sur le podcast qui se place, comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'extérieur des regroupements de podcasts comme Bad Geek, FreePod ou NoWatch, pour avoir une vue d'ensemble et puis aider le poditeur comme le podcasteur. Voilà, parce qu'en fait on l'a invité pour que tu aies donc un point de vue extérieur, puisque vous trois vous êtes producteurs de contenu et lui est en gros presse sur ses productions de contenu, on peut dire ça comme ça. Ah, là il boit un verre d'eau, c'est très c'est très classe, comme c'est très professionnel. Du coup on va commencer par une autre question simple. Vous voyez, j'étais sympa, c'est pas le bac, hein. C'est alors aujourd'hui, d'après vous, parle-t-on bien, et comment surtout parle-t-on bien de la culture geek? On va faire dans l'ordre inverse, et puis on va commencer par William. Bah déjà, après, à voir s'il y a qu'est-ce que tu appelles culture geek, si pour toi culture geek et podcast c'est la même chose? Non, en fait je parle de culture geek plutôt les podcasts qui parlent à chaque fois de tech, de cinéma, le mot geek en regroupe beaucoup de choses. Comme le mot podcast d'ailleurs. Voilà. Prenons une définition assez large dans ces cas-là. Bah, comme on l'avait dit à la conférence, c'est plutôt pour nous quelque chose, une émission audio, vidéo, mais qui est faite pour le web. Pas une émission de télé ou une émission de radio qui est foutue sur iTunes, sur un serveur à télécharger, quoi. C'est plutôt quelque chose qui est formaté pour Internet, ou par exemple une émission vidéo, on peut avoir juste le son, ou une émission vidéo que tu as sur Dailymotion, même si c'est du streaming ou en téléchargement depuis iTunes ou d'autres systèmes. D'accord, alors même question du coup pour NoWatch, puisqu'il parlait de format web, t'es en plein dedans. Ouais, tout à fait. Tu parlais de culture geek, c'est vrai que la grande difficulté de la culture geek, c'est quand même pas être défini justement. Aujourd'hui, on est en pleine mode geek. La geekerie est quand même née plutôt, on était des outsiders, maintenant c'est les feux de l'écran sur nous, donc on a tendance à se redéfinir constamment qu'est-ce qui est geek, qu'est-ce qui l'est pas. Ouais. Donc voilà, après la culture geek, est-ce que les émissions sont bien faites pour la culture geek? Comme elle est redéfinie tout le temps, c'est très difficile à dire. Mais en tout cas, par exemple sur NoWatch, t'es en plein dans le débat, c'est vraiment les émissions sur la culture geek, même si c'est... Oui, mais regarde, on a une émission Premier Réflexe sur la photo. La photo, est-ce que c'est geek, est-ce que c'est pas geek? Voilà, on pourra en débattre pendant 3 heures. Alors William va reprendre la parole et puis ensuite on continuera le tour de table. On commence à remarquer, c'est que de plus en plus on s'écarte de l'univers geek et informatique pour des choses un peu plus larges. On voyait des podcasts de photographie, il y en a même de cuisine, il y en a sur tout un tas de sujets, et ça a commencé par le geek tout simplement parce que c'était les seules personnes
à avoir les moyens techniques et les Exactement. connaissances pour faire du podcast, tout simplement. D'accord. Et même les trouver et les télécharger. Il fallait s'y connaître un minimum. Ouais. On va enchaîner donc avec Press Start Button. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ta Alors, réaction sur justement, tout ça? Tu parlais. Alors, tu peux parler dans le micro. Excuse-moi. Vas-y. Tu parlais du fait d'être un outsider, etc. Il faut savoir aussi à quel type de geek tu t'adresses parce qu'il y a beaucoup de public. Ouais. Et il y a autant de public que d'émissions, j'ai envie de dire. Nous, on est plus sur un public, une cible jeune. On n'est pas sur. On n'a rien à apprendre au vieux de la vieille. On est là pour déconner surtout. Et pour les faire marrer et pour partager ça et pour qu'ils aillent un peu plus loin eux-mêmes. Donc, bien en parler, c'est donner envie de s'intéresser, je pense. D'accord. Alors ensuite, plus ou moins geek, la question est assez facile puisque Nous, ton c'est dans le titre. Oui, voilà. C'est vraiment dans le titre. C'est vraiment dans le titre, mais ton émission est également divisée parce que il y a des chroniqueurs. Ouais, en fait, pour la petite histoire, j'ai tendance à dire comme toi un petit peu qu'effectivement c'est plus une sous-culture, c'est la culture. Et que le principe de l'émission, c'est surtout de réunir les 6 ou 7 ou 8 pans de la culture geek qui ont tendance des fois à pas se croiser. Tu vois, culture japonaise avec le web, le jeu de rôle avec les jeux vidéo. Enfin, tu vois, des fois il y a des gens qui aiment les deux ou trois pans, mais il y en a quand même énormément, quoi. Et l'émission, justement, elle servait à être interconnectée. Et pour la petite histoire, l'émission, on l'a proposée il y a 1 an à toutes les chaînes. On nous a dit, bon, personne ne regardera votre émission. Et finalement, même avec ses défauts et ses qualités, elle a très bien marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on revient sur les chaînes, qui nous avaient dit peut-être pas tout de suite non. Et finalement, ça a été un grand oui, quoi. Je reviens sur l'idée de séparation, mais même ici, puisqu'on est à la Japan Expo, on voit qu'il y a deux expositions. Il y a la Japan Expo et le Comic Con. Et ce qui est très drôle, c'est quand tu vois les gens discuter entre eux, tu te dis, ah, ce n'est peut-être pas mon groupe de prédilection. Ah, Ouais. celui-là, peut-être que oui. Non, c'est vrai, c'est très marrant, quoi. Et pourtant, les univers sont ultra connectés, en fait. D'accord. De toute façon, la geekerie a toujours été un univers de chapelles différentes et Ouais. on se bat d'ailleurs entre chapelles et c'est un des plaisirs des geeks, c'est de débattre constamment entre nos chapelles, quoi. Comme on est en train de le faire en ce moment. Exactement. Ok, je vais ramener le débat sur un autre sujet. Je vais peut-être commencer du coup par William. Est-ce que tu vois une différence entre les gens qui parlent justement de culture geek, qu'ils soient de façon amateur, comme No Watch, sans insulte, Ah non, mais aucune. ou plus ou moins geek, Tu et vas donc... péter la gueule, par contre. Quoi C'est pas une insulte, mais tu vas lui péter la gueule, quoi. Ah oui, oui, non, mais à la fin de l'émission, Non, quand non, les caméras y a seront aucun coupées, souci. oui. Voilà, à la fin de Ah ouais, l'émission, ouais. c'est un professionnel amateur. Et donc, du côté de toi, donc plus ou moins geek, qui est donc professionnel, et Press Start Button qui reste... Qui reste très amateur amateur. et qui cultive justement ce côté do it yourself. C'est-à-dire qu'on veut vraiment rester amateur dans le sens où quand on fait des émissions, on n'est jamais vraiment sur des plateaux ou des choses comme ça. On préfère le fait à la maison, fait main, c'est ce qui nous plaît vraiment. Ok, donc William, je te repose la question. Bah, c'est est-ce que déjà, professionnel ou amateur, il y a quelque chose qui est en commun et qui est indéniable, c'est d'être passionné. Parce qu'un professionnel qui est passionné, ça va être bien, comme un amateur qui va être passionné, ça va être bien, et si c'est un professionnel qui n'est pas passionné, ça va pas être intéressant. Donc déjà, il y a vraiment la passion qui est au centre de tout ça. Et puis après, le reste, bah forcément, un professionnel, il a plus les compétences qu'un amateur, mais ça veut pas dire que ce sera forcément meilleur ou moins bien qu'un amateur, quoi. Mais est-ce que tu vois, il y a pas, donc pour toi, il n'y a pas cette Ça barrière? dépend, ça dépend. Tu regardes les podcasts No Watch, par exemple, il y a certains qui sont plus professionnels que d'autres, et pourtant, ça veut pas Vas-y, dire des qu'ils sont- noms, des noms. Non, non, non. Alors, vas-y. Mais c'est ça qui est marrant, quoi. Et je trouve qu'en plus la frontière elle est vraiment maintenant elle se réduit simplement parce que quand tu vois qu'avec un réflexe tu peux avoir Mais exactement. vraiment très belles images, Ouais. t'as un enregistreur son pour 200 balles. Ouais. Franchement tu peux aujourd'hui faire une émission enfin nous dans Plus ou moins Geek on n'a pas un matériel je pense plus techniquement au-dessus que beaucoup de gens qui font du podcast ou de la vidéo très honnêtement sur internet. Puis on en revient au fait que les geeks de toute façon ont très souvent tout ce matériel là dans leur chambre, quoi. Donc au final, ouais, c'est Donc ouais, la frontière est floue, donc j'imagine que tu confirmes. Bah, si la frontière professionnelle-amateur, tu la situes à l'argent, évidemment, surtout la vidéo, bon, bien sûr, il y a des réflexes pas trop chers, on peut filmer aujourd'hui avec un budget de 500 000 euros. Après, il y a les frais de diffusion, ça, on va peut-être pas rentrer dans le débat, mais la vidéo peut coûter cher, donc on est un peu obligé de se professionnaliser pour amortir au moins les frais, ou de monter une assoce pour que le fric rentre. Mais là où je suis d'accord, c'est que de toute façon, il faut faire ça avec passion, parce que on De est toute encore façon. très très loin que ça devienne Dans ou tous des les usines cas. à cash ou que ça soit rentable. Donc tu as intérêt à avoir un sacré moteur d'amateurs passionnés pour faire ce genre d'émission. Ouais.
malgré tout, quand tu es amateur, tu as moyen maintenant de monter assez facilement, on va dire, l'échelle, puisque YouTube propose la monétisation assez rapidement. Dailymotion aussi a un service très très bien fait pour ça. Donc il y a toujours moyen de s'acheter un petit peu de nouveau matos et d'évoluer. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire qu'on est parti avec un APN, un appareil photo numérique de base, un coup de pix de merde. Maintenant, on se balade avec des petits caméscopes, etc. Et puis plus tard, on aura sûrement des grosses caméras. Et le but, en fait, je pense, pour passer d'amateur à professionnel, quand tu es passionné, c'est d'essayer de grimper les échelons au fur et à mesure, pas se précipiter. Alors je vais préciser un peu la question, je reviens à toi William juste après. Au niveau de Prestart Button, vous n'avez pas donc de volonté de vous démarquer de Dailymotion et YouTube qui restent donc du coup... Non, nous personnellement, on se sert de ces plateformes justement pour acquérir notre public, parce que c'est là que tout le monde va. Et si on proposait un truc exclusif, je pense que ça n'intéresserait pas les gens. Là, on a vraiment des contacts, au moins chez Dailymotion, etc., qui peuvent nous mettre en avant facilement, qui peuvent faire connaître ce qu'on fait. On n'a pas envie tout de suite de faire des trucs exclusifs après Start Button. Ça aurait pas d'intérêt, mais après ça reste de la vidéo, c'est pas du podcast. Pour du podcast, je comprends très bien que ce soit plus facile de le diffuser sur sa propre plateforme, en complément de iTunes, etc. Mais pour la vidéo, c'est vrai que c'est plus facile de passer par Dailymotion ou YouTube. En termes de moyens, ça va très très vite et tous les outils sont à disposition. Puis ça coûte rien. Exactement. Ouais. Oui, c'est. Donc William voulait rajouter. Non, juste pour en revenir au fait d'être passionné, de toute façon, dans tous les cas, si t'es pas passionné, tu réussiras pas à maintenir ça éternellement, quoi. C'est beaucoup plus compliqué parce que t'as pas la motivation et puis voilà. Alors que quand t'es passionné, même si ça te rapporte rien et que ça te coûte de l'argent, tu vas quand même continuer, tu vas le faire et tu vas te donner à fond dedans, quoi. Je dirais aussi, je rajouterais une petite notion, c'est passionné et entêté dans ce qu'on fait, parce que moi j'ai vu des gens qui étaient hyper passionnés et c'est vrai qu'au bout d'un mois ou 2 mois ça marche pas, ça décolle pas, ils laissent tomber. Et je pense que tous les gens qui sont autour de la table, ça fait des années qu'ils sont sur leur truc, et quand il y a un coup qui va pas parce qu'il y en a tout le temps, tu t'accroches, tu continues, et je crois que vraiment cette motivation là, faut être une sacrée tête de l'art, ouais. Ouais, c'est clair. C'est pas aussi qu'une question d'argent, hein, c'est une question de temps. Il faut avoir du temps libre parce que ça reste une occupation, un hobby. C'est très chronophage. Voilà, exactement. Donc du montage, des tournages, etc. Ça prend du temps et surtout, généralement, il faut se déplacer, il faut réunir des gens. Donc il faut que les gens soient tous disponibles au même moment. C'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Donc on peut vite baisser les bras en se disant bon, ils sont pas là, bon, ça me gave, voilà. Personnellement, je pense, je suis tout à fait d'accord. Il faut être vraiment têtu et même si ça prend du temps, il y a un rythme qui s'installe au fur et à mesure et on arrive à gérer. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut savoir aussi commencer à grimper les échelons petit à petit. Parce que faire des émissions, c'est de l'endurance. Et si tu fixes la barre trop, on voit plein d'émissions, il y a 2-3 numéros, ça tue sa race, c'est filmé au 5D, il y en a 4, le montage a dû prendre 2 semaines, mais au bout de 3 numéros, il s'essouffle. Vaut mieux commencer avec une caméra, format simple, un bon micro, tranquille, voilà. Et petit à petit tu montes, parce que c'est vraiment une course de fond de faire des émissions. Voilà. Donc, du coup, je vais élargir la question, c'était peut-être ce que tu voulais dire, mais pour les gens qui écoutent ou regardent, quelles sont les choses justement à éviter? Vous l'avez tous dit, c'est une question de passion, de temps, d'être persévérant. Quelles sont les choses justement à éviter lorsqu'on veut faire déjà pour juste finir, c'est la vidéo, c'est quand ça n'a pas l'air, mais c'est 10 fois plus compliqué que l'audio. C'est presque autre chose, hein, la vidéo. Ouais. Alors qu'au final, on se dit c'est quasiment identique, alors qu'en fait non, c'est beaucoup plus compliqué déjà pour le temps, pour les moyens, et puis même au final la qualité, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un rendu professionnel en vidéo qu'un rendu professionnel en audio, où tu vas avoir besoin de moins de matériel et surtout, comme tu le disais tout à l'heure, de réunir les gens au même endroit. En audio, tu fais ça sur Skype ou avec un truc de visioconférence classique, c'est simple, alors qu'en vidéo, éclate-toi quoi. Si les podcasteurs n'habitent pas au même endroit en France, c'est la merde. Et pour répondre à ta question, le principal truc, comme c'est toi qui nous l'avais appris, c'était le son. Le son, c'est la base. Ouais, même quand tu fais de la vidéo, le son, c'est le plus important. Si mieux vous voulez vaut faire avoir une émission, un bon son et une vidéo merdique que l'inverse, parce que sinon c'est catastrophique. Oui, moi, honnêtement, le nombre de web-séries que je ne peux pas regarder parce que exactement, l'image est belle, mais t'as un son qui est tellement dégueulasse. Le son, c'est un vrai boulot à faire. Mais en fait, l'œil est un organe qui s'adapte. On peut s'adapter à une image floue, on peut la trouver esthétique. Par contre, l'oreille, le moindre souffle, le moindre craquement, on le remarque, ça nous agace et on n'écoute pas l'émission. Donc même si vous faites de la vidéo, un bon micro, mettez tout l'argent là-dedans, pas dans la caméra. D'accord, je laisse c'est un plus la vidéo. Ne pas se précipiter, comme j'ai dit tout à l'heure, même si au début tu sors juste un test d'un jeu, ça dure 20 minutes, tu es juste en train de causer devant un jeu,
tant que tu as un bon micro, que tu as une petite carte d'acquisition, même de la qualité DVD, pars pas tout de suite sur de la HD quoi. Et habitue-toi à ton matériel, essaye d'apprendre à jouer avec, fais des tests. Après, une fois que tu as une caméra, tu t'amuses à tourner des trucs, même si c'est pas publié, il faut faire du brouillon, il faut t'amuser avec. Et après, je pense que normalement, c'est ça qui va faire que tu vas pas te précipiter, c'est que tu vas vraiment apprendre à te servir de ce que tu as. Et en apprenant à te servir de ce que tu as, ça va être beaucoup plus facile quand tu vas avoir quelque chose de mieux après. C'est-à-dire en faisant des trucs à l'appareil photo numérique, à savoir gérer la lumière, etc., des choses comme ça. Ouais. Après, quand tu as du meilleur matériel, ça rend tout de suite très très bien. Ok, David, je vais te poser une question du coup. Dis-moi. Alors, en fait, je vais toujours rester dans l'idée des médias qui parlent de la culture geek parce que des gens vont vouloir se lancer. La question c'est comment faire face à la concurrence, mais la concurrence autant les autres, ceux qui font du média aussi, mais aussi par exemple par rapport au format télé. On parlait d'amateurs professionnels tout à l'heure. Est-ce que le web doit forcément s'adapter à ce genre de médias parce qu'ils sont connus, ce genre de format, parce qu'ils sont connus du public, ou y a-t-il encore Écoute, moi c'est un petit peu, enfin sur Plus ou moins Geek, comme on réunit une équipe de 6 chroniqueurs, dont certains qui sont très connus comme le joueur du grenier ou François Descraques du Mystère du Futur. Après t'as des gens qui étaient un peu plus confidentiels à la base, mais nous là on a essayé de se démarquer, c'était de faire, à la base on est une émission télé qui est rediffusée sur internet, ce qui est pour nous assez important, ce qui fait que par exemple on a un gros décor, il y avait 8 caméras, il y a 20 techniciens qui ont travaillé dessus. Alors c'était une petite session d'enregistrement, donc on a eu des journées un peu hard parce que voilà, il y avait un budget à respecter, mais là où on a fait une petite différence, nous, c'est que visuellement on voulait que les gens, quand ils regardent cette émission télé, on sorte un petit peu du podcast, effectivement, de gens qui peuvent des fois se filmer chez eux, et pour essayer de montrer aussi le côté un peu sympa, et voilà, ça peut être une vraie émission télé en fait. Alors moi justement je trouve qu'il faut des deux. Il faut des amateurs qui essayent de faire du professionnel avec des plateaux, avec des bonnes caméras, etc. Moi je trouve que le côté do it yourself donne un petit côté entre potes, intimiste, que n'a pas le côté plateau si tu veux. Ouais, c'est-à-dire que plateau tout de suite ça fait animateur, émission. Moi quand je fais une émission chez moi où on voit mon chat passer derrière, ça fait plus... Il n'y a pas ce côté animateur. J'ai cru que c'était un trucage moi. Eh non, c'est un vrai chat. Il était super bien fait le chat. J'ai un chat en 3D en vrai. Ouais, tu fais super bien le chat. Super bien le chat. Et donc du coup voilà, moi c'est ce petit côté là, le petit côté entre potes aussi qu'il faut cultiver. Il y a toujours, de toute manière, c'est partout dans la musique, c'est pareil. Il y a les grands groupes et puis il y a les groupes de garage. C'est pareil, nous on est plus sur la culture garage, pareil pour les jeux vidéo. Il y a des grands éditeurs, il y a des indépendants. Je trouve qu'il faut des deux, c'est important. Tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, une des difficultés qu'on a eu en télé, c'est que on est parti sur des chroniques très longues. Justement, le côté un peu podcast, je parle à mes potes, j'explique un truc. On s'est rendu compte qu'en télé, en fait, ça pouvait être très long à l'image. Donc l'année dernière, je crois que chaque chronique faisait 7 ou 8 minutes d'un mec qui parle aux autres. Et cette année, du coup, on va réduire parce qu'effectivement, il y a je pense que la discussion au format podcast, elle est difficilement adaptable en télé. En tout cas, nous, c'est vraiment une difficulté qu'on a eu là-dessus. Mais même en radio, hein. Même en radio, quelqu'un qui parle pendant 5 minutes, c'est... Faut que ce soit très très intéressant. Voilà. Ce qui n'est pas mon cas, donc moi le problème est très vite réglé. Alors nous c'est un petit peu particulier parce que c'est vrai que notre nom c'est No Watch TV, donc forcément on est un petit peu anti-TV, mais on n'est pas anti-TV de manière débile. Il y a des choses très très bien à la télé, mais c'est vrai que nous ce qu'on pense c'est qu'aujourd'hui ce qui passe par le web devient un média à part entière. On ne dit pas d'éclater votre télé parce que c'est un très bon moniteur pour regarder des émissions qui sont diffusées par le web. Le web a cette particularité, on parlait des formats d'émissions, ça permet de faire des émissions pour un nombre de gens plus restreint. La télé, elle est limitée par 24 heures de diffusion virtuellement, donc tu es obligé de remplir ces 24 heures d'un maximum de monde. Donc mathématiquement, la télé est obligée d'élargir son audience. Si elle fait une émission geek, elle va essayer de la faire la plus généraliste possible. Il n'y a que sur le web que tu peux faire une émission sur les photos de mouches en Afrique du Sud. Voilà, c'est le seul endroit avec les 2 mecs que ça intéresse dans le monde où tu arriverais à faire une émission. Une télé refuserait de le faire. Nous, on trouve, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans ce média, c'est un média de niche qui permet virtuellement de faire 4000 émissions par jour parce que tu n'es pas limité par l'heure, les gens nous regardent quand ils veulent, ils téléchargent, ils streament, donc de t'adresser à des tout petits groupes de gens et de faire finalement une vraie télé de proximité. Pas de proximité géographique, mais proximité par centre d'intérêt en fait. Tu es passionné par la peinture de figurines en plomb, et on peut faire une émission là-dessus. Avec une caméra qui va te coûter 200 €, t'as pas besoin d'un budget de télé pour faire ça, quoi. C'est ça qui nous intéresse dans la démarche de construire ce nouveau média, cette approche très radio libre finalement, comme dans les années 80.
oui, mais du coup, Alors juste pour rebondir à ce que par rapport à ce que tu disais, ça te permet aussi d'être beaucoup plus exigeant parce qu'il faut que le spectateur fasse la démarche lui-même d'aller te voir. Ouais. Alors que la télévision, ça te passe dessus, tu changes juste de chaîne et tu prends ce qu'on te donne. Là, c'est très très différent. Il faut être très très exigeant avec soi-même et du coup. Et puis tu peux pas prendre un présentateur qui connaît rien au sujet Voilà. et déblatérer. Exactement. Le podcast, il faut que le mec soit spécialiste de ce qu'il dit parce que sinon il se fait démolir en 2 émissions Et ça sur se les voit tout de forums. suite. Alors, David voulait réagir. Ouais, tout à fait. Tu sais que nous, c'est une des choses qu'on a essayé de mettre à l'antenne justement parce que là, on a fait un grand écart. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait une visibilité très confidentielle. On était beaucoup sur Internet. Cette année, on arrive sur une télé, je dirais lambda. Ouais. Et le truc sur lequel nous, on a eu une complète liberté sur la chaîne, mais ça a été permis parce qu'on a eu cette expérience aussi sur le web. C'est liberté éditoriale. On nous impose pas d'avoir un invité à la con, genre Franck Dubos, que tu vois, qui vient faire le show. Et effectivement, moi, j'avais horreur des émissions geek où on a balancé un stagiaire journaliste en lui disant tiens, toi, t'as un t-shirt de Superman, va faire un truc sur le jeu de rôle de Sur les Meuporg. Voilà, non, mais t'as juste envie de tirer une balle, mais c'est vrai que Non, mais c'est nous, clair. on a pu faire ça. Enfin là on va pouvoir vraiment faire ça en télé parce qu'on a effectivement ce truc là. Je pense que l'avantage d'internet c'est d'utiliser, de mettre en place des nouveaux formats que la télé n'aurait pas voulu à la base. Le visiteur du futur est un exemple. Mais tu es peut-être d'accord avec une chose, c'est que finalement la frontière tend à se réduire avec les téléconnectés. Donc quelque part nos émissions débarquent sur les écrans. La seule frontière qui reste, c'est finalement où sont les moyens. Aujourd'hui, ils sont à 99% sur la télé. Donc tant qu'il n'y aura pas ce transfert de moyens, exactement comme la radio libre dans les années 80, tant qu'il n'y a pas un petit transfert de moyens qui se fait entre la télé et nos médias, ça aura du mal à vraiment exister et à se développer. Alors, ça, c'est William évident. voulait réagir. Et le transfert de moyens, on commence à le voir déjà rien qu'avec Léo Laporte aux États-Unis, Exactement. avec son studio qui vient de monter, enfin il y a quelques mois maintenant. Et on voit que ça commence à arriver, mais c'est pas encore tout de suite. Alors, Et puis après, est-ce que tu peux détailler peut-être ton exemple pour ceux qui. je pense que je vais laisser Jérôme pour cet exemple-là parce que je connais pas très bien. Bah, je la fais rapide. Depuis 2005, le phénomène podcast, enfin maintenant il s'appelle de moins en moins des podcasts, mais c'est des chaînes du web. Il y en avait 2 grandes aux États-Unis, Revision 3 qui faisait que de la vidéo, et surtout Léo Laporte qui est un ancien journaliste qui fait des émissions de radio filmées, et il a vraiment réussi à développer tout un business autour de ça. Et aujourd'hui, il est extrêmement rentable et il a besoin de personne. Il s'est acheté sa liberté, parce qu'il faut jamais oublier que la liberté a un prix. Hein. Oui. Voilà. Pour citer un autre exemple, l'Angry Video Game Nerd va faire son film très bientôt. Exactement. Ah, je ne savais pas ça. Voilà. Donc, alors lui, c'est financé uniquement par des dons, mais il y a des plateformes qui existent maintenant et qui ont été créées pour ce genre de contenu, comme on fait. Tout à fait. Des plateformes comme Flutter qui vient d'ouvrir récemment. Il y a les Kickstarter, etc. Enfin, vous chercherez. Voilà. On va essayer de. On s'approche de la fin. On va finir avec une question assez classique. Vas-y. Ah non, je disais bonjour à quelqu'un. Pardon, Très mauvais élève. j'ai cru qu'il était en classe, qu'il levait la main pour parler et tout. Alors, quelle est la capitale de la Hongrie? Bref, donc quel est l'avenir? On a parlé des exemples étrangers, mais quel est l'avenir, par exemple, pour tous ces médias qui parlent de culture geek dont on vient de parler, notamment pour la France ou peut-être pour l'Europe? William, de ton point? Bah déjà, c'est qu'il y a des moyens, c'est que les regroupements de podcasts ou les podcasteurs indépendants ont les moyens de faire des choses un peu plus professionnelles techniquement, avec des compétences en plus notamment. Et c'est aussi l'un des avantages de rejoindre un regroupement de podcasts, c'est que du coup ça mutualise les moyens, les connaissances, et c'est vrai que c'est un avantage, et chose que tu as dans la télé que tu n'as pas encore dans le podcast. Donc ouais, je pense que c'est le prochain objectif qui serait franchement génial, quoi. Ouais, je pense aussi que si les podcasteurs arrivent à mutualiser, tu vois, leur audience, ça permet aussi d'aller voir une marque. Ouais, exactement. Mettre, tu vois, 10 000 balles mais sur un groupe de podcasteurs, mais ça oblige. 10 000 balles, tu me donnes la carte tout de suite. Ouais, excuse-moi, j'ai été très optimiste. Tu veux dire des groupements de... Mais voilà, mais je pense que réunir l'audience c'est une force. Comme tu disais, c'est une phrase ridicule, mais chaque fois on me dit c'est des programmes de niche, mais plusieurs niches ça fait un gros chiffre. Exactement. Ouais. Exactement. Non, mais... Très bonne phrase. Tu veux dire du regroupement de podcasts comme par exemple badgeek.fr? Mais c'est fou. Mais mon Dieu, je l'ai passé. Ah, c'est marrant, on n'y avait pas pensé. Mais oui, effectivement, c'est ce qu'on a un peu tous fait avec No Watch, avec Plus ou moins Geek, c'est des chroniqueurs qui viennent tous du web. Press Start Button, c'est que des vidéomakers d'internet. C'était pour canaliser notre audience et pour réunir les gens aussi, parce que ces gens-là, c'est bien de leur dire voilà, vous regardez l'émission, c'est cool, mais si en plus ils peuvent se connecter avec d'autres gens qui aiment les mêmes choses, qui aiment d'autres émissions, qui sont sur une même
plateforme, bah tant mieux quoi. Et puis quand on est au Comic Con, à Japan Expo, bah tu fais un stand et puis les gens viennent et se rencontrent les uns les autres. C'est le but. C'est le regroupement des chapelles quoi. Donc dont on parlait. on est un petit peu dedans à ce niveau-là. Voilà, alors. Attends, vas-y, je vais pas parler sur le sujet. excuse-moi, Non, excuse-moi. ça va pas. C'est bon, on peut dormir. Non. ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, tous, là, tous les quatre, avec nos modèles différents, tout le monde tâtonne. Je crois que personne n'a la recette. Il faut prendre un petit peu là où il y a à prendre. Personne n'a encore la recette secrète. On est au début de l'histoire. Je crois que personne n'a à juger aucune méthode. L'important, c'est de réussir. Et c'est bien qu'on soit réunis tous les quatre, parce que si les regroupements se regroupent, là, ça commence à devenir puissant. La Justice League. Voilà, exactement. Les Avengers. Ah. Bah c'est mieux que tous se bastonner entre nous quoi. Voilà, Parce que c'est ça. sinon, Surtout que ça serait un peu un combat de fourmis ridicule. Ah non mais complètement, mais de toute manière on est tous, moi je dis, on est tous en parallèle sur un même chemin. Après on va essayer de trouver lequel est le moins encombré on va dire pour arriver à destination. Voilà. Et on est pour la paix dans le monde, j'ai envie de dire. Mais absolument, Lâchez les on s'aime tous. D'ailleurs, on a des bonbons. Passez-moi les bonbons, dites. Voilà. Regardez, on s'aime tous, on se passe des bonbons. Désolé, c'est moi qui me goinfre depuis une demi-heure. Mais j'ai vu Oui, ça. c'est vrai. J'ai pas le droit, j'ai mal aux dents. Bon, alors on va conclure. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Déjà, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter avant. On peut les donner à tout le monde dans la foule. Allez, jetez le bonbon. Voilà, mais il n'y en aura pas assez pour les 10 000 On n'avait personnes pas qui de sont là. colombe, alors on a pris des fraises Sagada. Voilà, donc juste un dernier mot de conclusion et puis on termine. Non, bah non, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller écouter la rediffusion de la conférence où Jérôme était présent, qu'on a faite il y a quelques mois. Très bien, Et d'ailleurs. puis sinon, bah. Bah déjà, un grand merci à Bad Geek de nous avoir réunis là autour de cette table. Il y a des bonbons, donc ça c'est cool. Et puis, bah, je vous invite effectivement à découvrir toutes nos émissions de tout le monde, parce que c'est l'avantage, tout le monde y trouvera son centre d'intérêt, Voilà. ce que vous pourrez jamais trouver à la télé. Jamais. Et c'est l'avantage des choses de Ou à la niche et radio. du fait que t'as pas de plan, t'as pas de grille de programme. Oui, c'est tout l'avantage. Pour la de gueule l'Internet. avec des grilles de programme quoi. Bah, un grand merci aussi de m'avoir invité. Si vous êtes intéressé par le sujet, venez sur prestartbutton.fr. On a tout un pan qui est réservé à ceux qui veulent s'y mettre, justement, avec des gens qui se donnent des conseils sur les forums. Si vous cherchez des gens pour faire un projet, pareil, on a un forum spécialisé là-dessus. Ça peut être aussi sympa. Et puis sinon, bah, passez une bonne journée. Moi j'ai pas de forum spécialisé, je suis dans la merde. Non mais moi je donne rendez-vous à la rentrée, nous on reprend le 1er novembre en hebdo, ça sera, j'ai envie de dire, c'est un peu présomptueux mais j'ai envie de le dire comme ça, c'est parce que la première émission sur la culture geek assez pointue qu'on aura sur une chaîne un peu plus généraliste, donc on va essayer d'assumer le défi et pareil comme je disais, c'est-à-dire que nous ce qu'on est en train de faire en télé c'est qu'on tâte aussi, on essaie d'évoluer de saison en saison, c'est un peu plus long avec la télé et puis voilà, Ouais. on est sur Facebook, sur Twitter, sur Minitel. Ok, bah puisqu'on en était au regroupement Fusion, je vais remercier tous les partenaires qui ont permis d'organiser cette discussion très intéressante. Donc il y a Nature de Crète, Fréquence Geek, la radio, Génération Souvenir, le site internet et bien entendu Plus ou Moins Geek aussi, qui est là sur le stand badgeek.fr à la Japan Expo. Merci vraiment à vous quatre d'y avoir participé. Merci à Bad Geek. Voilà. Merci. À bientôt. On vous Merci applaudit. le public. On vous applaudit. Et merci à vous d'avoir laissé des bonbons pour la suite de la Japan Non. Expo Comic Con. Ciao. Ciao et merci.